Alors j'appréhende tout d'abord avec vous la liberté d'enseignement dans son contexte, et plus précisément dans son contexte historique. Ne tournons pas autour du pot. La liberté d'enseignement en Belgique est un sujet hautement sensible depuis toujours et, j'allais dire, encore aujourd'hui. Je n'apprends rien à personne. La Belgique gagne son indépendance en 1830 sur les Pays-Bas au terme des fameuses journées dites de septembre. Octobre sonne à la porte et déjà, le système scolaire du Royaume des Pays-Bas est largement démantelé grâce à l'adoption de deux arrêtés des 12 et 16 octobre 1830, par lesquels le gouvernement provisoire abroge les mesures qui entravaient la liberté d'enseignement historiquement chère à nos contrées, mais malmenée sous la domination hollandaise. 10 semaines plus tard, nous sommes très exactement le 24 décembre 1830. Le Congrès national confirme l'option arrêtée par le gouvernement provisoire et adopte dans cette perspective la disposition qui deviendra, le 7 février 1831, l'article 17 de la Constitution belge, lequel dispose alors, et pour l'essentiel, je cite, « L'enseignement est libre ». L'enseignement est libre. Déjà à cet instant, on ne peut pas dire que tous les Belges lisent l'affirmation du même œil. Dès 1831, deux lectures de l'article 17 de la Constitution coexistent ou cohabitent, c'est comme on préfère. D'un côté, celle des catholiques, de l'autre, celle des libéraux. Par les ambiguïtés qu'elle génère, par l'imprécision qu'elle contient, l'affirmation suivant laquelle l'enseignement est libre entretient au moins deux malentendus. Le premier malentendu, c'est celui du rôle de l'État dans l'exercice de cette liberté. Et le second malentendu, c'est celui du droit au subside des écoles dites confessionnelles. 1831. 1831, les années passent. Entre 1831 et 1958, l'histoire de la liberté d'enseignement est, dirons-nous, tumultueuse. Elle est, pour paraphraser Tolstoï, faite de guerre et de paix. Alors, il n'est pas ici possible de rapporter tout ce qui, en près de 130 ans, va jalonner le parcours sinueux de la liberté d'enseignement. Mais ce qu'on peut dire à très gros traits, c'est que les contours de la liberté d'enseignement vont étroitement dépendre de la formation politique appelée à exercer les responsabilités législatives et gouvernementales. Et sans surprise, le Parti catholique défendra les intérêts de l'école libre, avant tout confessionnelle, et sans surprise, les partis libéral et socialistes soutiendront, pour ce qui les concerne, les intérêts de l'école publique. On a coutume de dire que deux guerres scolaires éclateront. Première, qui se déroule entre 1879 et 1884, une seconde dont le point d'orgue se situe entre septembre 1954 et juillet 1955. Des guerres entre qui? Faut-il le dire?
des guerres entre partisans de l'école libre et partisans de l'école publique. Question, ces deux guerres scolaires, sont-elles identiques? Et la réponse à cette question, elle est simple, elle est non. Non, et ce pour 3 raisons au moins. 1. La nature du conflit n'est pas la même. Entre 1831 et 1879 et 1884, il est question d'un affrontement au sujet du développement des réseaux d'enseignement et singulièrement de celui de l'école publique. Alors que, en 1954-1955, il est question d'un affrontement au sujet de la répartition des moyens entre réseaux dont l'existence n'est en tant que telle plus remise en cause à cette époque. Première différence. Deuxième différence. Le niveau d'enseignement, qui se trouve être au cœur de l'affrontement, est lui aussi différent. La scolarité est désormais plus longue, si bien qu'en 1954-1955, ce n'est plus l'école élémentaire qui, comme à la fin du XIXe siècle, constitue l'enjeu de la guerre. L'enjeu de la guerre, ce sont les enseignements moyens et techniques. Et puis troisième différence, la position des forces en présence s'est modifiée, tant en termes politiques qu'en termes de mentalité. En 1954-1955, la principale revendication du Parti catholique de l'époque, le PSC-CVP, c'est un subventionnement suffisant des écoles confessionnelles. À la même époque, la revendication du Parti socialiste, devenu alors le principal porte-parole de la laïcité, est quant à elle la création d'établissements scolaires à tous les niveaux et l'obtention de la neutralité des écoles communales qui alors encore conservent un caractère trop exclusivement catholique. Toutefois, si on y songe, les positions qui se font face au cours de cette deuxième guerre scolaire ne sont plus aussi incompatibles qu'auparavant. Le vent de la paix peut souffler. Et les rapports de force qui se dégagent du scrutin législatif qui se tiendra le 1er juin 1958 vont rendre la chose possible. Un accord entre les 3 grandes formations politiques de l'époque, les catholiques, les socialistes et les libéraux, débouche sur l'adoption d'une loi, la loi du 29 mai 1959, dite loi du pacte scolaire. La loi du pacte scolaire, elle contient plusieurs droits. 1. La possibilité donnée aux parents de choisir, dans un rayon géographique raisonnable et sans pénalisation financière, l'école qu'ils préfèrent pour leur enfant. 2. L'obligation pour l'enseignement neutre de respecter toutes les convictions philosophiques et d'utiliser un quota de personnel diplômé du réseau non confessionnel. 3. Le libre choix entre la religion et la morale non confessionnelle dans les écoles de l'État. 4. La liberté pédagogique en matière de programme, de méthode, d'horaire, moyennant le respect d'un socle minimal établi par la loi. 5. La gratuité de l'enseignement, non seulement primaire, mais aussi secondaire. 6. La faculté pour l'État de créer des établissements d'enseignement à tous les niveaux dès que le besoin s'en fait sentir. 7. L'assurance
d'un financement pour les établissements subventionnés, que ces établissements subventionnés soient provinciaux, communaux ou libres, avec notamment la prise en charge par l'État du paiement des traitements du personnel et du paiement des subsides de fonctionnement. Et enfin, 8, la mise sur pied d'une commission nationale, la Commission nationale du pacte scolaire, instituée par les 3 grands partis traditionnels, laquelle commission est chargée de veiller au respect du pacte ainsi conclu. L'année 59 se referme. Et voici venues les années 60. Des années 60 qui, on le sait, sonnent le glas de l'État unitaire. Avec, dès 1970, la fédéralisation croissante de l'État belge, qui pose la question de savoir à quelle collectivité, fédérale ou fédérée, confier la compétence de l'enseignement. Dans un premier temps, on se montre très réticent à, comme on dit, communautariser la matière, dès lors que le domaine est, comme je l'ai dit, hyper sensible et que les forces en présence n'ont pas le même poids de l'un et de l'autre côté de la frontière linguistique. Les catholiques sont plus forts au nord, les laïcs au sud. Avec la 3e réforme de l'État, celle qui aboutit en 1988, l'enseignement est communautarisé. Il est communautarisé sauf sur 3 points. La fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire, les conditions minimales pour la délivrance des diplômes et le régime des pensions du personnel enseignant. Mais problème, en communautarisant la matière de l'enseignement, on peut évidemment craindre, vous me voyez venir, on peut évidemment craindre des déséquilibres de part et d'autre de la frontière linguistique, lesquels sont susceptibles de menacer la durabilité du pacte scolaire, avec le spectre enseignement quand tu nous tiens d'une nouvelle guerre scolaire. Telle est la raison pour laquelle les garanties du pacte scolaire que j'ai eu l'occasion de mentionner viennent en 1988 également à être inscrites dans la Constitution pour, juridiquement, s'imposer à tous les acteurs de l'enseignement en Belgique, y compris, donc, aux 3 législateurs communautaires devenus, je l'ai dit, compétents pour faire la loi en matière d'enseignement, sauf, encore une fois, sur 3 points. Je soulignerai, parce que nous allons en avoir besoin, je soulignerai encore que la constitutionnalisation du pacte scolaire, qui non seulement fige, mais plus encore consolide la garantie de ce pacte, s'accompagne d'un point de réforme complémentaire, celui qui vise à confier à une juridiction, j'ai nommé la Cour constitutionnelle, la mission de vérifier si ce que les législateurs des 3 communautés décident respecte, oui ou non, les garanties du pacte scolaire constitutionnalisé et consolidé. Histoire singulière que celle de la liberté d'enseignement, contraintes plurielles que celles qui ont conduit à bâtir le pacte constitutionnel que l'on connaît aujourd'hui et que voici